Merci beaucoup de vous être déplacé jusque ici. Voilà, d'habitude, on parle plutôt du monde arabe dans ces lieux. Et aujourd'hui, on va faire un petit pas de côté et aborder le grand pays d'à côté, c'est-à-dire l'Iran, la République islamique d'Iran, qui est évidemment au centre de l'actualité depuis bien longtemps, mais qui est revenu sur le devant de la scène ces derniers mois, en particulier en juin, avec ce qu'on commence par appeler la guerre des 12 jours, qui évidemment fait référence aussi à la guerre des 6 jours. Voilà, cette guerre des 12 jours, eh bien, je ne vais pas vous en faire le détail, vous connaissez, vous savez ce qui s'est passé, tout ça. Mais on va essayer d'aller un petit peu au-delà de cette guerre des 12 jours et de l'éternelle rivalité depuis 1978 entre l'Iran, la République islamique d'Iran, donc, et les États-Unis, pour nous intéresser aussi bien aux problématiques intérieures de l'Iran. Et évidemment, on parlera de la question des femmes, même si Clément me dit, gros, tu crois? Bon, non, évidemment. On parlera de la société iranienne. On parlera aussi de politique internationale. Alors, j'ai présenté très vite Clément parce que il me revient de le faire. Et comme il m'a dit, ne fais pas d'erreur surtout. Alors, la meilleure façon de ne pas faire d'erreur, c'est de lire sur lui-même ce qu'il a écrit. Voilà. Donc, voilà. Ça, il n'y a pas de risque d'erreur. Voilà. Je sais que ça m'était arrivé de faire une erreur avec un autre collègue. J'avais confondu Sciences Po avec une autre institution aussi renommée. Voilà, bon, j'avais commis un crime de lèse-majesté, donc je ne vais pas me tromper cette fois-ci en lui disant qu'il est chercheur associé au programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI, donc l'Institut français de relations internationales, et chercheur non résident à l'Institut international d'études iraniennes. Et puis, alors, plein d'autres choses encore, voilà. Mais moi, je vais peut-être abréger parce qu'il y a trop de choses. Enfin, je veux dire quand même qu'il est professeur à l'université Paul Valéry de Montpellier. Et puis, bon, c'est un spécialiste du monde iranien depuis une bonne vingtaine d'années. C'est vrai, ça? C'est ce que je. Voilà. Bon. Et depuis une bonne vingtaine d'années, et qu'il est souvent un peu la providence de quelques journalistes, quand ils ne savent pas très bien comprendre ce qui se passe en Iran, eh bien, c'est allô Clément, dis-moi, tu peux pas me dire ce qu'il y a derrière ce truc très compliqué où j'y comprends rien. Qu'est-ce que c'est que le snapback, par exemple, et voilà. Et Clément est d'un naturel aimable, serviable, et maintes fois, il est venu à ma rescousse, et c'est aussi pour ça que je suis là. Voilà. Et puis, alors, il a écrit ce livre, Idées reçues sur l'Iran, hein, qui est à l'excellente maison d'édition Le Cavalier Bleu, euh, sous-titré Un pouvoir à bout de souffle, mais il essaye d'expliquer ce qu'il y a derrière ces idées reçues, pourquoi il y a ces idées reçues, et que faut-il en penser? Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont à moitié justes? Ou est-ce qu'elles sont complètement fausses? Et puis, en même temps, alors, il publie en même temps tout ça, Téhéran-Washington, donc une analyse très précise, très minutieuse des relations entre le grand Satan, l'Amérique, et la République islamique depuis 1978 jusqu'à 2025. Voilà, donc ces deux livres, alors là, c'est paru à la Maison Neuve et la Rose, la collection Hémisphère, aussi une très bonne maison, très très sérieuse. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va passer déjà au premier livre, Idées reçues sur l'Iran. Alors, vous commencez par quelque chose qui, effectivement, j'aurais peut-être pas pensé à votre place, mais c'est c'est Iran et Perse. Voilà. Quand est-ce qu'on doit utiliser Iran? Quand est-ce qu'on doit utiliser Perse? Parce qu'il y a eu tout un débat et initié par un philosophe de nos connaissances, mais pas plus que ça, qui un jour a sorti sur une radio quelconque que en fait la référence iranienne, le mot Iran était connoté à rien, était connoté donc racisme du temps du Shah, parce qu'effectivement le mot Iran est revenu sur le devant de la scène grâce à Mohamed Reza Pahlavi en 1935. 1935, bon, c'est la date où émergent les fascismes un peu partout en Europe, et donc il y voyait une référence, mais évidemment, ce n'est pas le cas. Mais Clément en parlera bien mieux que moi. Merci Jean-Pierre pour cette introduction et puis félicitations à toi aussi. Plusieurs décennies
de voyage en Iran, donc pour couvrir l'actualité iranienne pour Libération. Donc Je tous ces prises en crois que charge. j'ai 10 ans d'avance sur toi. Effectivement, C'est ça. je m'en flatte pas parce que, Il a connu effectivement, les années 90. Moi, j'ai commencé dans les années 2000. Donc voilà, euh, déjà. 79, 80, il me semble. Donc, moi, donc l'idée reçue sur la Perse et l'Iran, c'est simplement parce que c'est vrai qu'il y a une confusion en général en français. Est-ce qu'on dit la langue persane, l'Iran, la Perse? Certains disent le farsi, mais c'est vrai qu'en français, ce sont les tomates qui sont farcies. Donc le farsi, c'est comme si on disait je parle le farsi, je parle l'english, par exemple. Vous voyez, personne dit ça. Et pourtant, dans certains cercles, on pense qu'on dit farsi. Vous voyez, je me rappelle du président Sarkozy aussi qui disait l'iranien. Il savait pas, il savait que c'était pas l'arabe, mais il savait pas que c'était le persan. Vous voyez, donc c'est vrai que c'est une question qui apparaît simple. Alors c'est pour une raison pédagogique que je l'ai mis au début, mais c'est aussi parce qu'il y a une idée reçue. Vous savez, ça commence par une citation. Les idées reçues, c'est une collection, c'est un style imposé. Et donc, il y avait cette citation de Bernard-Henri Lévy, pour ne pas le nommer, qui avait dit chez Laurent Ruquier, dans une émission télévisée, que le changement de nom était lié aux nazis, à l'alliance entre Reza Shah et les nazis. Et c'est vrai que les collègues du CNRS avaient été obligés de faire un check news de Libération pour vérifier les propos. Et effectivement, ils n'étaient pas vérifiés, puisque sa source était un Kurde lui avait dit. Donc, ce n'était pas une source pour un historien. Et effectivement, les Iraniens, le mot Iran existe depuis bien avant les années 30. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que même les légations de Perse à l'époque, puisqu'avant 1935, le nom international était la Perse, s'appelait elle-même Iran, et c'était les Occidentaux qui continuaient à utiliser le mot perse ou persan. Donc ça, c'était la deuxième raison pour laquelle je l'ai mis. C'est Et, un mot d'origine grecque, et d'ailleurs. ça, c'est les sources grecques. C'est parce que les historiens occidentaux ont connu donc la Perse pré-islamique à travers les sources grecques. Et donc, c'était un biais cognitif qui fait que souvent, d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est la troisième raison pour laquelle j'ai mis cette idée reçue, quand on utilise le mot perse ou persan, c'est pour dire du bien de l'Iran. On dit souvent c'est une grande civilisation, et ensuite on ajoute mais, et là on utilise Iran. Et les hommes politiques, les responsables du Quai d'Orsay, etc., souvent font ça aussi. En France, aux États-Unis. euh, donc il y a une connotation positive, si vous voulez, en Occident, avec le côté persan, perse, les mille et une nuits, et c'est ce mythe aussi du régime impérial qui a précédé la République islamique et qui a fasciné les élites françaises dans les années 60-70. Et au contraire, depuis 1979, c'est ton prédécesseur, je pense, la Libération, Marc Ravette, qui avait écrit un livre qui s'appelait Iranonox, donc la nuit iranienne. C'est vrai que depuis 1979, la révolution islamique a contribué à associer le mot Iran à l'obscurantisme, à toute une série disons, de perceptions négatives pour le coup. Oui, alors, mais ce qui encourage un petit peu cette distinction, c'est aussi que les prénoms en Iran sont beaucoup, encore maintenant, d'origine perse, enfin, font référence à la culture persane, à la mythologie persane, à l'histoire antique persane. Et est-ce que ça contribue peut-être à dire que d'un côté, il y a l'Iran, c'est l'Iran des mollahs et du Shah, et avant la grande civilisation persane, celle de Darius, celle de Cyrus, etc., dont les prénoms viennent de cette époque. Oui, là, c'est la question du passé pré-islamique de l'Iran. Et c'est vrai que depuis 1979, donc depuis l'avènement de la République islamique, il y a une attention qui est portée sur la période postérieure à la dynastie safavide au XVIe siècle, quand le schisme est devenu religion d'État en Iran. Et dans les manuels scolaires, il y a très peu d'attention qui est portée sur le passé pré-islamique, puisque avant la conquête arabe et la conversion de l'Iran à l'islam, le nouveau régime estime que ce n'est pas une période qui nécessite une attention particulière par l'idéologie du fondateur, l'ayatollah Khomeini. Mais là aussi, depuis les années 90, il y a eu une évolution, il y a eu l'émergence de ce qu'Olivier Roy appelle l'islamo-nationalisme, et donc il y a eu aussi une récupération de ce passé pré-islamique. On l'a vu pendant la guerre de 12 jours, où le régime essaye d'utiliser ces éléments pour susciter une adhésion et recouvrer une légitimité perdue.
Mais c'est vrai que sa crédibilité est très faible parce que sur la question des prénoms que tu évoques, il y a une tentative aussi du régime d'imposer des prénoms qui ne font pas référence à cette période-là. Et donc, il y a un contrôle quand même qui est exercé. Et parfois, il y a certains prénoms qui sont refusés, encore aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y a une tension, une tentative de s'adapter à, si vous voulez, l'émergence d'un patriotisme par le bas et l'attachement des Iraniens dans leur majorité pour ce passé pré-islamique, et en même temps l'héritage idéologique de l'ayatollah Khomeini qui fait que on ne va pas s'intéresser à cette période, on ne va pas investir idéologiquement là-dessus, dans les manuels scolaires, mais aussi par exemple à l'Institut français de recherche en Iran, où la France avait, dans les années 2000, même avant, hein, depuis, depuis très longtemps, c'était un avantage français en Iran, euh, un centre de recherche d'archéologie. Et c'était les Français qui faisaient plus de recherches archéologiques, en partenariat bien sûr avec des Iraniens, mais disons qu'il y avait beaucoup plus d'investissements qui pouvaient venir d'un institut français à Téhéran, même sous la République islamique, alors que la population est très attachée à cette période. Et c'est vrai qu'il y a une dichotomie qui existe entre la majorité de la population et les élites qui ont pris le pouvoir en 1979. Et qui reviennent donc sur le nationalisme. On l'a vu avec une jeune artiste qui s'est moquée du livre des rois, le livre par excellence qui symbolise la monarchie ou l'empire, l'ancien empire perse, qui s'est moqué et aussitôt, enfin en termes assez virulents, même voire grossiers, et immédiatement toute la presse du régime lui est tombée dessus et l'a sévèrement condamné. Et donc quand même, peut-être que ça se serait jamais produit encore il y a une quinzaine d'années ou une dizaine d'années. Alors, la question, c'est aussi de contrôler le narratif. Donc, c'est vrai que là, on est sur, par exemple, le livre des rois peut être utilisé. Quand j'ai appris le persan en Iran, on avait des extraits pour les enfants. Donc, il est décliné. Donc, il y a la version, si vous voulez, littéraire qui demande un très haut niveau de persan parce que c'est un niveau littéraire extrêmement exigeant. Mais il y a aussi des livres pour enfants qui sont déclinés et qui rendent accessible, si vous voulez, le livre des rois depuis longtemps. Donc, ça fait partie de l'identité. Donc c'est vrai que je pense que depuis les années 90, le système, ce qu'on appelle le Nizam en Iran, a compris que il fallait s'adapter. Et c'était, si vous voulez, le président Ratami qui avait, et Rafsanjani avant, qui avait initié ça. Il fallait adapter l'idéologie transnationale, si vous voulez, l'internationalisme islamique de l'ayatollah Khomeini à la réalité du pays, surtout après 8 ans de guerre, la guerre Iran-Irak. Et donc, c'est un phénomène qui date. Donc, on avait vu à l'époque, moi, quand j'étais en Iran, il y avait le président Ahmadinejad, que j'avais fait mon livre précédent sur l'Iran et la Russie. Il y avait le président Ahmadinejad et le président Poutine devant des fresques de Persépolis. Donc, il y avait déjà ces références-là. Il y avait le cylindre de Cyrus qui était évoqué par Ahmadinejad. Donc, c'est par populisme aussi, parce que le roménisme est un populisme. Donc, même dans le cadre de cette idéologie, il y avait une forme de démagogie qui a poussé ces élites-là à adapter le logiciel idéologique roméniste sur ces aspects-là, mais pour ne pas changer l'essentiel, c'est-à-dire la politique étrangère révolutionnaire du pays, l'opposition aux États-Unis. Et donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment des questions internes pour gérer le mécontentement interne et la crise de légitimité du système, qui n'est pas nouvelle. Donc, c'est un moyen de contrôler la contestation et d'intégrer aussi les critiques à l'intérieur du système en laissant une apparence d'ouverture. Mais ça reste superficiel parce que si vous regardez les manuels d'histoire de la République islamique, encore une fois, ce que les enfants iraniens apprennent à l'école, les dynasties favorites qui sont traitées, ce ne sont pas les dynasties pré-islamiques. Ça, c'était l'identité de l'ancien régime. Là, on parle d'une adaptation de la communication politique. Donc, parmi les idées reçues que vous soulignez, alors une qui m'a interrogé, les femmes. Vous mettez point d'interrogation, mais je croyais que c'était une évidence pour tout le monde que la République islamique opprimait les femmes. Pourtant, vous pensez que c'est quand même une idée reçue. Et en passant, alors vous égratignez un petit peu vos collègues. C'est pour ça que je m'empresse de citer ce passage. On est toujours un petit peu, quand
gratinent les autres. Contrairement à ce qu'avancent les analyses sociologiques d'une partie du monde universitaire occidental depuis la naissance de la théocratie islamiste, le port obligatoire du voile par les femmes iraniennes n'a jamais, je dis bien jamais, constitué un facteur favorisant leur émancipation par rapport à leurs conditions sous l'Ancien Régime, ni une preuve de l'existence d'un féminisme islamique. Alors, effectivement, moi, j'ai eu beaucoup de vos collègues, de tes collègues, on va se tutoyer, beaucoup de tes collègues qui m'ont défendu cette idée que, bon, grâce au voile islamique, les femmes avaient pu sortir dans la rue, aller manifester, ce qu'elles ne pouvaient pas avant. Manifestation qui sert aussi éventuellement à trouver un mari, donc c'est pas si mal. Et donc là, vous remettez en cause cette idée. Non, simplement, ce que je remets en cause, c'est la coproduction du discours universitaire depuis 1979 dans le cadre du régime. Et je l'ai vécu puisque j'étais à l'Institut français de recherche en Iran, basé à Téhéran. Et effectivement, quand on travaille dans le cadre juridique légal de la République islamique, on doit produire des travaux qui correspondent au cadre juridique existant. Donc, si vous voulez garantir votre accès au terrain iranien, vous êtes obligé de reproduire certains traits du discours officiel. Et donc, c'est ça que je remets en cause. Sur l'idée reçue, c'est pas une idée reçue. Alors, mon éditrice, parce que moi aussi, j'étais choqué comme vous par cette présentation en tant qu'idée reçue, mais dans la collection, certaines idées reçues sont vraies. Donc, c'est pour vous rassurer, pour vous rassurer. Donc, c'était pas forcément pour contester une perception, même si, évidemment, c'est toujours plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'éducation qui a été généralisé, mais c'était déjà le cas avant, hein, sous l'Ancien Régime. Et sous l'Ancien Régime, euh, à Téhéran ou dans les grandes villes, de toute façon, la majorité, par exemple, à l'université de Téhéran, des femmes dans une classe n'étaient pas voilées. Donc, c'était pour les années 30. C'est-à-dire que le dévoilement, peut-être dans les années 30, qui a été imposé par Dévoilement Reza Shah, obligatoire. voilà, l'inverse. À cette époque-là, peut-être certaines femmes sont restées à l'intérieur. Et là, on peut citer les travaux de Farhad Khosrow-Kavar, qui en parle, hein, un de mes directeurs de thèse, qui peut confirmer, parce qu'il parle souvent de sa grand-mère, qui vivait à cette époque-là. Mais pour la génération des années 60-70, c'est une reconstruction a posteriori, après la révolution islamique, dans le cadre d'une coproduction des liens entre les universités occidentales, les universités iraniennes. Et à partir du moment où vous voulez travailler sur ces sujets-là, vous êtes obligé de présenter un travail qui vous permet après de retourner en Iran, tout simplement. C'est ce qu'on appelle la politisation de l'accès. Et c'est pareil pour les journalistes. En tant que journaliste à Libération, quand vous alliez en Iran, vous avez aussi un cadre, vous avez une agence qui s'occupait de vous, un traducteur du régime, etc. Donc l'article que vous produisez à l'issue d'un voyage en Iran était quand même aussi, dans une certaine mesure, accepté par les autorités iraniennes. Et pour les travaux de recherche qui étaient basés sur des recherches de terrain, il y avait aussi un biais, ou sinon, et c'est là où tout le débat s'est posé dans les années 90 et 2000, il fallait renoncer à aller en Iran. C'est ça aussi les choix qui ont été faits par les différents universitaires qui travaillaient soit sur le terrain iranien ou soit depuis l'extérieur. Mais ne plus aller en Iran a aussi un coût en termes de compréhension des enjeux, des dynamiques locales, etc. Donc c'est des choix difficiles. Il ne s'agit pas de citer des collègues ou de faire des polémiques. Ce n'est pas du tout l'objet de ce Non, livre. non, non, bien C'est sûr. simplement de comprendre comment les discours sont produits et les raisons qui expliquent les idées reçues et les perceptions qui ont évolué du tout au tout. Par exemple, un autre exemple qui n'est pas dans le livre, mais avant la révolution de 1979, les études iraniennes consacraient une place très faible à l'islam chiite, à la religion, au clergé. Après la Révolution, c'est un sujet qui est surreprésenté dans les études sur l'Iran contemporain. En dépit d'éminents chercheurs qui ont travaillé quand même sur l'Iran chiite, l'islamisme chiite quand même. Oui, mais comme théologie, Henri Corbin, Oui, etc. Mais en France, on a une tradition islamologique, mais je parle des études iraniennes, c'est beaucoup plus vaste, parce qu'à l'époque, tout simplement, les études iraniennes étaient subventionnées par le Shah d'Iran, donc les centres d'études iraniennes aux États-Unis, et c'était pas, du point de vue de l'Ancien Régime, un sujet, ou même d'un point de vue des contemporains, parce que personne, même ceux qui étaient spécialistes, comme Nikki Keddie, par exemple, aux États-Unis, qui travaillaient déjà sur ces questions avant la Révolution, personne n'avait anticipé une révolution religieuse, une révolution cléricale.
Donc, tous les spécialistes disaient que le clergé chiite était quiétiste. Donc, même les analystes occidentaux au moment de la Révolution disaient que l'ayatollah Khomeini était une sorte de Gandhi, qu'il n'allait pas prendre le pouvoir. Donc, c'était pas, disons, disons, une approche de cette question comme c'est le cas c'était très différent de ce qui est produit aujourd'hui dans le domaine des études iraniennes. Donc, ce qui nous amène tout naturellement à la nature du régime, qui fait l'objet donc d'une idée reçue. Alors, le régime iranien ou la République islamique d'Iran est-elle une théocratie ou pas? Un des chapitres les plus, qui m'a beaucoup plus intéressé parce que, évidemment, la réponse est complexe. Oui, parce qu'en fait, il faut distinguer la théorie, si vous voulez, théologique, la théorie du gouvernement islamique, qui fait qu'il y a une légitimité divine, la fonction du guide suprême, par exemple, qui est le représentant de Dieu, avec une ambiguïté sur le fait que l'ayatollah Khomeini était peut-être l'imam caché, etc., le 12e imam, donc toute euh, disons une propagande qui a été mise en place dès 1979 et qui continue aujourd'hui, où souvent les partisans de l'ayatollah Khomeini et après les partisans de l'ayatollah Khamenei vont utiliser le terme imam, qui est normalement réservé aux 12 imams du schisme, et donc qui sont infaillibles, etc. Et donc il y a cette ambiguïté depuis le début. Il y a le système théologico-politique, si vous voulez, qui ressemble à un régime théocratique. Mais pourquoi il y a cette idée reçue? C'est parce que des chercheurs comme Mouchang Chahabi ont montré que la majorité du clergé n'était pas favorable à cette théorie du gouvernement islamique de l'ayatollah Khomeini, qui était minoritaire parmi le clergé chiite dans les années 70 et qui encore aujourd'hui ne fait pas l'unanimité dans les mondes chiites. Donc il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en considération. Peut-on qualifier un régime clérical dont la théorie fondatrice n'est pas soutenue par l'ensemble des clercs? Et vous avez l'exemple fameux de l'ayatollah Sistani, qui est très populaire, qui est un des ayatollahs même en Iran, hein, qui est le plus populaire parmi les croyants iraniens et qui ne soutient pas cette théorie du gouvernement islamique, du Velayat Efari, la co-tutelle du juriste théologien. Donc c'est vrai que si on se rapproche de l'objet d'étude, on se rend compte que la dimension sociale euh, est différente de la définition juridique, par exemple, du type de régime politique. Et le fait aussi que, comme vous le soulignez, que dans une théocratie, en principe, il n'y a pas d'élection. Or, en Iran, on vote aux municipales, on vote aux législatives, on vote aux présidentielles, on vote aussi pour certaines assemblées. Donc, là aussi, on a une deuxième dimension. Euh, donc, c'est une théocratie, mais avec un système donc d'élection qui est en contradiction. Donc il y a le peuple d'un côté qui choisit et il y a en même temps l'imposition d'un guide par une sorte de décret divin. Et c'est toute la complexité du régime et qui nécessite effectivement que l'on regarde très précisément la nature du régime. Oui, alors la dimension élective, en fait, a suscité beaucoup de débats aussi hein, dans la communauté universitaire, parce que la question qui a été posée depuis les années 90, c'est peut-on réformer un régime de type république islamique? Est-ce que ce système est réformable? Et donc c'est vrai qu'il y a un débat qui a toujours existé depuis maintenant plusieurs décennies. Et c'est vrai que le fait qu'il y a eu la révision constitutionnelle en 1989 et que l'autorité du guide suprême est devenue absolue à la suite de la disparition de l'ayatollah Khomeini, a rendu sur le plan constitutionnel la question de la réforme plus difficile. Et c'est vrai que on compare souvent avec l'URSS des années 80, la situation de la République islamique aujourd'hui. Et l'Occident cherche, ce que c'était les opposants de Ratami hein, qui disaient ça dans les années 90, un ayatollah Gorbatchev. Et donc, c'était les journaux conservateurs iraniens. Et c'est une collègue, Suzanne Maloney, qui a repris ça aux États-Unis, cette quête de l'ayatollah Gorbatchev. Et c'est intéressant pour comprendre, en fait, parce qu'il n'y a jamais eu d'ayatollah Gorbatchev. Pourquoi? Parce que Gorbatchev était le numéro un de l'URSS, le secrétaire général du Parti communiste, il était le leader incontesté. Alors qu'en République islamique, c'est toujours le numéro 2, c'est toujours le président et non pas le guide suprême qui cherche la réforme. Donc
c'est vrai qu'il y avait ce débat qui est lié à l'architecture institutionnelle de la République islamique, qui est en fait un autoritarisme fragmenté avec plusieurs centres de pouvoir et un système autobloquant, comme on dit au Quai d'Orsay. Donc c'est vrai que c'est un système qui a vraiment du mal à prendre des décisions. Il y a une inertie. On le voit sur les grandes questions de politique internationale. Dans le livre sur Téhéran-Washington, on voit que, par exemple, l'ambassade de Suisse à Téhéran, qui joue un rôle majeur en tant qu'intermédiaire entre l'Iran et les États-Unis, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que les États-Unis envoient moins de messages que l'Iran. Les diplomates suisses racontent. Donc, ils reçoivent en temps de crise énormément de sollicitations du côté iranien pour communiquer avec les autorités américaines, alors que le tabou de l'ouverture d'une ambassade américaine n'a toujours pas été levé par le guide. Donc, on parle d'une possible ouverture d'une ambassade des États-Unis depuis longtemps maintenant en Iran. Les années 90, c'était le rapprochement économique. Ensuite, le rapprochement culturel, puis les contacts people to people, on disait à l'époque de Ratami, entre les sociétés, la diplomatie du sport, on a essayé le basketball, la lutte pour créer des contacts. Ensuite, Ahmadinejad, c'était plutôt les extrémistes religieux, les protestants, les mollahs, les ayatollahs de Qom. Donc, on a eu beaucoup de tentatives. Et au final, le système, le guide suprême, a toujours, depuis Khomeini et son successeur Ramenei, tous, c'est ce que je montre dans le livre, ont toujours refusé toutes les tentatives de communication des Américains. Donc Reagan déjà a essayé dans les années 80 de communiquer avec Khomeini, il n'a pas reçu de réponse, c'est dans les archives américaines, et ainsi de suite. Chaque président américain a tenté un contact direct avec le numéro un, donc le guide, et ça montre aussi la difficulté de la réforme, parce que à chaque fois, le guide a délégué à son numéro 2 parce qu'il pouvait bénéficier, comme au moment de l'accord sur le nucléaire en 2015, disons d'un contact avec les États-Unis ou d'une ouverture économique, mais sans en payer le coût idéologique et politique par rapport à Ce qui est l'identité du régime. ce qui est un grand écart intenable, en fait. Oui, intenable sur le plan économique, c'est-à-dire sur le plan du point de vue des grandes entreprises occidentales, c'est-à-dire et de plus en plus intenable, c'est-à-dire dans les années 90, une grande entreprise européenne pouvait encore travailler en Iran et résister aux pressions américaines en s'entendant avec des entreprises russes et en ayant une approche multipolaire des pressions économiques américaines. C'est Jean-Pierre Chevènement qui explique ça bien, que Mitterrand pouvait résister mieux au président américain que Jacques Chirac, et ainsi de suite, et qu'aujourd'hui, le président Macron ne peut pas résister aux pressions américaines de Donald Trump. Et on l'a vu en 2018, quand les États-Unis se sont retirés de l'accord, les entreprises européennes ont suivi, parce que personne ne va choisir le marché iranien par rapport au marché américain. Et donc, si vous voulez, c'est ça l'échec de la République islamique, de vouloir diviser les Occidentaux entre Européens et Américains en jouant la carte de l'ouverture économique sans évoluer sur le plan idéologique et sans changer la politique étrangère du pays et le principe de l'opposition aux États-Unis, sans revenir en fait sur l'acte fondateur, c'est-à-dire la prise d'otage des diplomates américains en 1979. Donc la page n'a pas été tournée et les tentatives de réconciliation ont tout échoué. Et je pense qu'il faut lier cette question de la relation avec les États-Unis avec la capacité à réformer à l'intérieur. Parce que tous ceux qui voulaient réformer ont tenté l'ouverture vis-à-vis des États-Unis, et le guide a bloqué l'ouverture vis-à-vis des États-Unis et empêché la réforme à l'intérieur. Mais on a l'impression d'ailleurs que les présidents réformistes qui se sont succédés étaient chaque fois un peu moins réformistes que leurs prédécesseurs. C'est-à-dire, on a eu Ratami qui a donné quand même une certaine impulsion, ne serait-ce qu'avant lui, il n'y avait pas vraiment de cinéma iranien tel qu'on le connaît. Par exemple, au moins du niveau culturel, il a essayé aussi d'ouvrir le pays. Première visite, grande visite d'État de Ratami à Paris. Après, on a eu deux mandats de Ratami. Après, on a eu Ahmadinejad et après Rouhani, nouvelle figure réformiste. Deux mandats également. On a l'impression déjà que la volonté de réforme, elle est moins grande. Et puis maintenant, nous avons Pézeskian, qui alors là, on n'a plus du tout de réforme en vue. Est-ce que ça veut dire que le camp de la réforme, lentement, lentement, s'affaiblit, voire disparaît?
Il y a deux manières de voir ça. Soit on s'appuie sur ceux qui, dès les années 90, comme un de mes professeurs, le professeur Jalili, qui avait écrit L'illusion réformiste, au moment où à Paris on annonçait l'avènement d'une démocratie en Iran. Une idée Euh, reçue? voilà. Est-ce que finalement, c'est un collègue aussi qui dit ça, Karim Sadjapour, il avait écrit un article sur l'ayatollah Machiavel. C'était Ayatollah Khamenei. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une manipulation du guide? Donc, il y a cette idée-là, en fait, qui existe depuis les années 90, que beaucoup d'analystes avaient déjà vu à l'époque. C'est-à-dire que le président sert en fait de soupape de sécurité au système et permet de gérer les mécontentements. Et encore une fois, il fait des adaptations pour garantir la survie du régime, mais sans changer les fondamentaux du système. Donc c'était l'idée initiale qui a perduré. Alors est-ce qu'on peut résumer la tentative de réforme à une manipulation du guide suprême? Je ne crois pas, parce que ça correspond aussi à des aspirations sociales et à des mouvements sociaux par le bas, ce qu'on appelle des mouvements de démocratisation par le bas. Tout à l'heure, vous parlez des élections locales, on le voit au niveau des conseils municipaux. Comme dans tous les systèmes politiques, plus on descend au niveau local, plus il y a un champ politique qui est ouvert. Et même en République islamique, il y a eu une certaine ouverture au niveau local, d'ailleurs, qui pourrait servir de base en cas de chute de la République islamique. C'est un potentiel, un capital qui existe en Iran. Et c'est pour ça que c'est plus compliqué qu'un simple régime théocratique. Donc il y a eu ce débat-là. En même temps, même les régimes autoritaires doivent s'adapter à leur opinion publique. Et on voit aussi que le système autorise en fait finalement, parce que les candidats sont filtrés, l'élection d'un modéré, entre guillemets, à chaque fois pour répondre à un mouvement social. Donc, dans les années 90, il y avait des manifestations contre l'inflation, un mécontentement économique très fort lié à la politique de libéralisation économique par le haut de l'ayatollah Rafsanjani, du président Rafsanjani de l'époque. Et donc, ça a donné Ratami. Ensuite, vous avez eu, on a parlé d'Ahmadinejad, et il y a eu le mouvement vert en 2009. Et ensuite, on a eu Rouhani, qui était une réponse à cette tentative aussi de la population d'avoir une influence sur la vie politique du pays. Et ensuite, vous avez le mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2022 et vous avez le président Pezeshkian. Donc on voit quand même une rationalité dans les choix du guide, parce qu'il y a aussi cette question, on parle d'élection. Mais s'agit-il vraiment d'une élection ou d'un choix du guide? Là aussi, il y a une forme de coproduction. Pezeshkian le reconnaît d'ailleurs. Il dit mon nom est apparu sur la liste. Il était inéligible aux élections précédentes. Il était un tribun. Donc le dernier président sur la question des femmes, il avait pris des positions publiques assez fortes. Donc il jouait le rôle de ce qu'on appelle la semi-opposition. Euh, et donc il a été promu. Il était évident en voyant la liste que c'était pour aussi faire participer la population. Parce que ce qui est plus important à dire, c'est qu'à chaque élection, le modéré est de plus en plus affaibli, mais la participation est de plus en plus faible également. Et donc de moins en moins d'Iraniens croient à l'alternance à l'intérieur du système. Et donc ce qu'on appelle aujourd'hui le mythe du modéré et du conservateur, si vous voulez. Donc, et puis il y a une dimension, le dernier point je pense qui est intéressant, c'est une dimension instrumentale vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire que l'Occident, les États-Unis, Donald Trump actuellement pratique cette politique, les Européens ont pratiqué cette politique depuis la crise sur le nucléaire. C'est une réponse à la carotte et au bâton. Je me rappelle, quand j'étais en Iran, les diplomates occidentaux disaient qu'ils allaient imposer des sanctions à l'Iran et que si l'Iran acceptait les conditions, ils auraient une carotte, ils auraient un allègement des sanctions. Donc, c'est la politique de la carotte et du bâton. Et les responsables iraniens disaient, nous ne sommes pas des ânes, etc. Donc nous n'avançons pas avec la carotte et les bâtons. Et donc ils répondaient à la carotte et au bâton avec le modéré et le conservateur. C'est-à-dire que l'occidental qui dit la meilleure solution, c'est de négocier avec la République islamique, ben, il pourra dialoguer avec le président modéré. Et ceux qui sont favorables en Occident à une position plus dure, à une politique d'endiguement, voire aujourd'hui de refoulement de la République islamique, ils diront, regardez, c'est un théâtre,
et c'est le guide suprême qui compte. Et de toute façon, c'est toujours les ultra-conservateurs qui dominent. Même des diplomates français, Jérôme Bonafont, qui était responsable de la réforme du Quai d'Orsay, qui est aujourd'hui à Washington, en parle dans son livre sur les diplomates. Il dit quand j'aborde le dossier iranien, il y a deux groupes qui me conseillent. Il y en a un qui me dit on peut dialoguer et l'autre qui me dit c'est impossible. C'est très difficile de prendre une décision. Donc ça crée une difficulté dans la négociation pour savoir à qui parler aussi dans le système iranien. Ça crée une confusion et ça permet au système d'avoir plusieurs positions diplomatiques en même temps aussi, le modéré et le conservateur. Donc, ce qui est positif face à un adversaire, mais ce qui est contre-productif pour créer de la confiance, pour attirer des investisseurs, parce que face à un système fragmenté, il est très difficile de voir qui c'est qui prend les décisions finalement. Ce qui nous amène au point suivant, qui est assez capital, c'est que depuis au moins 15 ans, voire davantage, on parle d'un changement possible du régime. Moi, j'ai entendu tellement de fois, ça y est, il est condamné, c'est une question de mois, d'années, mais enfin, c'est fini pour lui. Et on voit toujours que on voit que le régime est toujours là, d'où l'idée reçue que vous posez. Le changement de régime est impossible en Iran. Il faut lire la citation. Ah ben oui, oui, bien sûr, mais je vais la lire. L'Iran, ce n'est pas le régime irakien ou syrien, c'est un régime très sophistiqué. Je crois que tous ceux qui s'intéressent à l'Iran partagent évidemment ce constat. Oui, c'est parce qu'en fait, il y a toujours cette comparaison de la situation en Iran avec les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Et on nous dit, c'est soit Et sur de le régime. Syrie. Oui, d'ailleurs, le régime iranien pratique ça aussi. Il dit, nous ne deviendrons pas la Syrie. Gardez-nous parce que sinon ce sera la Syrie. Donc c'est une menace vis-à-vis de la population. Et je dis souvent, on est passé du Japon, du Moyen-Orient dans les années 70 à nous ne serons pas la Syrie. Donc on voit aussi le sentiment du déclin aussi parmi la population iranienne à travers ces déclarations officielles. Euh, mais c'est vrai que la comparaison a ses limites parce que pourquoi comparer la situation de l'Iran avec ses voisins? Il n'y a pas c'est pas automatique. C'est pas parce que la guerre d'Irak a été un échec en 2003 ou la guerre d'Afghanistan en 2001 que on peut prédire l'avenir forcément, qu'automatiquement, c'est un scénario possible, Mais évidemment. les Iraniens le disent quand même. Le risque de balkanisation, il fait partie des scénarios, mais il y a aussi l'émergence d'un Poutine iranien, une évolution à la chinoise. On aime bien en ce moment dans les chancelleries occidentales le modèle pakistanais avec la prise de pouvoir des gardiens de la révolution. Donc il y a plein de scénarios qui sont évoqués. Mais pour répondre à votre question, ce qui est intéressant, c'est sur l'échec des prédictions. Pourquoi en 1978, personne ne croyait à la chute du régime impérial? Parce qu'on annonçait la chute du régime impérial depuis 1953 et l'affaire de la chute de Mossadegh. Donc chaque année, on disait le Shah d'Iran va s'effondrer, etc. Et au moment où ça allait effectivement se produire, personne ne l'a compris. Et on le voit dans les cas diplomatiques de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. C'est en novembre 78. Et ils comprennent que le régime est terminé, mais les scénarios évoqués sont tous faux. Donc c'est un régime communiste. Voilà, il n'y a pas de compréhension d'une prise de pouvoir par l'ayatollah Khomeini et l'émergence d'une révolution religieuse. Donc ça en dit long, surtout sur notre incapacité à prévoir. Donc c'est vrai que là, on annonce la chute de la République islamique depuis 1980. Depuis l'invasion de Saddam Hussein, on a dit que le régime est fichu. On le voit d'ailleurs dans le livre de votre prédécesseur, Marc Kravets, Iranonox, en 1982. Il parle déjà de ceux qui disent que le régime n'a pas d'avenir, etc. Donc Mais même, 3 ans après la mais révolution. en 1980, quand j'arrive à l'aéroport de Téhéran, la première Iranien que je vois me dit, vous savez, il ne faut pas croire que c'est l'Iran, hein, ce que vous allez voir, mais de toute façon, les jours du régime sont comptés. En fait, il y a plusieurs manières d'aborder ce sujet-là. Donc il y a certains qui veulent comparer l'Iran avec le Japon ou l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a aussi des scénarios positifs qui sont imaginables. Il y a ceux aussi qui disent finalement que le statu quo n'est pas tenable. Donc si on faisait un cours aujourd'hui, j'ai des collègues comme le professeur Ali Ansari qui était dans mon jury là, de HDR sur l'Iran et les États-Unis.
qui dit souvent, si on faisait un cours aujourd'hui, il le disait déjà en 2022-23, donc en 2025, sur la chute de la République islamique et sur la nouvelle révolution iranienne, en tant qu'historien, ce serait très facile d'avoir deux parties, les causes lointaines et les causes immédiates de la chute du régime actuel. Donc, ce n'est pas intellectuellement impossible d'imaginer la fin de la République islamique, mais en même temps, pour l'instant, la survie est assurée. D'abord parce que l'État a le monopole de la violence, excepté dans certaines périphéries kurdes ou baloutches, mais la violence d'État, donc la violence de la République islamique, est plus forte pour maintenir l'ordre. Et on a vu notamment pendant le mouvement Femmes, Vie, Liberté des armes lourdes utilisées au Kurdistan iranien. Donc il y a une capacité à réprimer et l'appareil de sécurité n'a pas utilisé tout son potentiel dans la répression des mouvements sociaux depuis la fin des années 90 finalement. Donc il y a ce monopole de la violence et puis il y a la rente pétrolière. Tant que l'Iran exporte 90% de son pétrole vers la Chine, on est à peu près à 1,5 million de barils jour. Donc il y a aussi la rente pétrolière qui permet au régime de survivre parce qu'il y a les clientèles qui sont là. Et même si le régime est soutenu, on estime entre 10 et 20% de la population, il y a plus de Un 4... chiffre qui ne varie pas beaucoup. Hein, Oui, mais c'est parce que c'est des estimations. Après, ce qui me semble plus intéressant, c'est de voir ceux qui soutiennent un changement politique fondamental. Donc, c'est plus de 70% qui veulent un autre système que la République islamique. Mais là où il y a, disons, une division dans l'opinion publique iranienne à l'intérieur du pays, ce qui est différent de la diaspora iranienne, ce n'est pas les mêmes chiffres à l'intérieur et à l'extérieur, c'est ceux qui sont prêts à envisager un changement politique par la violence et ceux qui souhaitent un changement politique pacifique. Et donc là, les chiffres évoluent aussi. Donc il y a, donc c'est une situation où le régime est incapable de se réformer et il y a la succession du guide. Donc c'est vrai qu'il a 86 ans, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, et qu'il est que malade. voilà. Donc il y a aussi là la théorie du choc, la disparition du guide qui conduirait. Donc il y a aussi beaucoup de réflexions, mais ça fait là aussi 20 ans qu'on anticipe Ça le fait 20 ans changement. qu'on entend qu'il va Voilà, mourir dans c'est l'année. Oui, ça. oui, Voilà. absolument. Quand j'étais à Téhéran, il est déjà mort en Oui, oui. 2006. Voilà. Donc on entendait, il y a des rumeurs, mais ça c'est à cause de la nature politique du régime. Donc il y a des rumeurs sur la santé du principal dirigeant, c'est classique. Mais en tout cas, les institutionnalistes disent non, même s'il y a un changement de guide, ça pourrait être un autre guide, un collège d'ayatollah. Donc il y a plusieurs systèmes et que l'Assemblée des experts, donc l'institution qui est en charge de la succession, et d'ailleurs pendant la guerre de 12 jours, parce que maintenant il y a une nouveauté depuis le mois de juin, c'est qu'il y a aussi la possibilité qu'Israël élimine Le le guide guide. suprême. Donc on parle euh, pas seulement de sa fin biologique, mais aussi d'une élimination par une opération clandestine ou par des frappes militaires. Donc c'est vrai que la question est sans cesse aussi dans le débat sur une évolution donc, de la République islamique en dictature militaire classique ou en effondrement, le chaos. Donc il y a des scénarios qui sont évoqués depuis longtemps, mais ce n'est pas parce que les prédictions sur la fin de la République islamique échouent depuis les premiers jours de la Révolution qu'un jour, Ça ne va pas arriver. voilà. Un sujet aussi délicat, c'est est-ce que la République islamique finance le terrorisme? C'est aussi l'une des idées reçues sur l'Iran. Moi, j'ai le souvenir, parce que étant plus âgé, des attentats de Paris, que vous ne mentionnez pas d'ailleurs, qui étaient notamment motivés par le soutien français à Saddam Hussein, le dossier Eurodif également, ce prêt d'un milliard de dollars que le Shah avait consenti à la France pour bâtir une industrie nucléaire. Et puis un troisième point, je crois, c'était la question des armes livrées, oui, les armes livrées à l'Irak. Et puis la question aussi justement de Nakash, enfin
les tueurs iraniens qui avaient, enfin il est libanais en l'occurrence, mais mandaté par l'Iran, qui avait ce qui s'en était pris aux opposants iraniens à Paris, en particulier Chapour Bakhtiar. Et donc il y a eu cette vague d'attentats à Paris. Là, ça faisait aucun doute que le régime iranien était terroriste. Oui. La question, c'est la définition du terrorisme. Après, c'est ce que j'évoque là-dedans, c'est plutôt une question générale de relations internationales. C'est est-ce qu'il y a des États, et j'en discute avec mes étudiants, des États en droit international, il n'y a pas d'États normaux et d'États anormaux. Donc c'est vrai que je prends l'exemple des D'ailleurs, États-Unis. le concept d'État terroriste n'existe pas en droit international. Non, non, Je crois l'avoir lu dans. non, non, il n'y a que des États, mais simplement à l'ONU en tout cas. Après, les États ont des responsabilités et la République islamique, à la suite du mouvement Femmes, Vie, Liberté, il y a une mission d'établissement des faits du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, comme il en existe une commission d'enquête, par exemple, sur la Syrie, qui a établi que la République islamique a commis des crimes contre l'humanité et a désigné le guide suprême comme responsable. Donc la question, c'est pas sur les pratiques, les violations des droits humains. La question, c'est sur les catégories que produisent les États-Unis depuis les années 80, depuis Ronald Reagan. Donc, dans les années 80, c'était la Libye, l'exemple, hein, Mm. le colonel Kadhafi, sur les États soutenant le terrorisme. Et c'est vrai que cette théorie politique qui a été produite à ce moment-là aux États-Unis a été déclinée par tous les présidents depuis à leur manière. Alors, on a eu les États voyous à l'époque de Clinton, les États préoccupants à l'époque d'Obama, l'axe du mal de W. Bush, on a eu la nation terroriste de Trump, et Biden, c'était l'autoritarisme digital et les dictatures bienveillantes, les démocraties bienveillantes. Donc c'était vraiment le. Donc c'est euh, pour dire qu'il y a une approche, il y a un biais quand même politique dans la manière d'envisager les États qui sont opposés aux États-Unis. Et donc c'est vrai que la République islamique d'Iran, aujourd'hui, elle se retrouve dans les catégories américaines avec le Venezuela de Maduro et Cuba dans une moindre mesure, parce que si on compare la rupture des relations diplomatiques, on en est à 46 ans, puis c'est 1980, hein, la rupture, 45 ans, 46 ans entre l'Iran et les États-Unis, et Cuba, c'était plus de 50 ans. Mais c'est terminé. En tout cas, il y a eu une restauration à Sous l'époque Obama. d'Obama. Obama a réussi avec Cuba ce qu'il n'a pas réussi avec l'Iran. Donc, c'est vrai que on estime que tant que le guide Ali Khamenei occupe la position de guide suprême, la réforme et le rapprochement avec les États-Unis semblent peu probables. Voilà. J'ai une question. Si par exemple, l'Iran n'avait pas éliminé des leaders de l'opposition, ben, Rassem Lou, par exemple, pour lequel j'ai une certaine sympathie, et ou Chapour Bakhtiar, et bien d'autres, est-ce que il y aurait une opposition iranienne un peu plus crédible que celle qui est aujourd'hui à la manœuvre? Ça, c'est une autre idée reçue. Il n'y a pas d'alternative. Oui, ça, c'est systématique. Mais c'est tout simplement, c'est comme en Syrie sous Bachar el-Assad, c'est qu'il n'y a pas d'espace politique qui permette l'émergence d'un parti politique alternatif à l'intérieur. Mais encore une fois, il y a une société civile en Iran, il y a une diaspora. Est-ce que, bien sûr, que le fait que la République islamique est ciblée euh, à l'échelle internationale, à travers les gardiens de la Révolution, ses opposants, et à pratiquer les assassinats ciblés, même pendant les périodes des présidents modérés ou réformateurs, ce qui nuance aussi Oui. la typologie occidentale sur l'ayatollah Gorbatchev. Donc là Mais aussi, il y avait une contradiction, parce qu'on a remarqué que, par exemple, sous Rafsanjani, dans les années 90, certains des assassinats ont eu lieu à cette période-là. Donc après, il y a aussi la question, est-ce que la main droite de la République islamique, c'est ce que fait la main gauche de la République islamique? Donc c'est une autre question qui est aussi fondamentale. On voit que ce qu'on appelle l'État profond en République islamique, donc les gardiens de la Révolution, l'appareil de sécurité, peut parfois mener des opérations alors que l'État visible, c'est-à-dire le gouvernement entre guillemets modéré, n'est pas au courant. Donc il y a aussi des débats internes, je pense, sur ces pratiques en République islamique. On voit aujourd'hui qu'ils vont signer les conventions, la convention de Palerme. Ils ont beaucoup de débats parce que qu'ils ont c'est-à-dire que c'est toujours pas presque signé, hein. ils sont en débat, ils avancent. Là, il y a des progrès récemment parce que
le coût économique. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que souvent on parle des prises d'otages. En ce moment, on a deux Français qui viennent d'être condamnés en Iran, qui sont retenus comme otages. Et c'est vrai que beaucoup de collègues ou d'analystes pensent que la diplomatie des otages, qui fait partie de cette réponse asymétrique, est extrêmement efficace. Ça permet d'avoir des échanges de prisonniers, c'est vrai, d'obtenir la levée de fonds. À court terme, il y a une forme d'efficacité parce que les autres États sont obligés, en raison de la raison d'État, de traiter avec ces institutions en Iran qui ont ces pratiques que tu évoques. Mais en même temps, le coût économique, c'est-à-dire l'absence de relations financières avec les grandes banques, le fait qu'on ne peut pas utiliser une Visa ou une Mastercard en Iran, en fait, c'est quand même un enfermement économique et une absence de développement. L'Iran n'est pas devenu un pays émergent sous la République islamique, même si l'Iran est un membre officiel des BRICS aujourd'hui. Mais il n'y a pas, si vous voulez, il y a une décennie perdue depuis 2015. 2015, c'est l'accord sur le nucléaire. Il y a l'espoir de l'intégration dans la globalisation économique. Et en raison de cette perception américaine, donc quand Trump s'est retiré de l'accord en 2018, il a dit l'accord sur le nucléaire ne traite pas des autres questions. La Et donc, question des missiles et balistiques. ça, d'un point de vue de négociation avec la République islamique, il y a un débat. Est-ce que par la socialisation, par la diplomatie, on peut faire évoluer les dirigeants de la République islamique? C'est les partisans du dialogue et, et de l'engagement, comme on dit en anglais. Et les autres qui disent mais non. Et en même temps, il y a de plus en plus de sanctions. Et plus il y a de pression, plus il y a de sanctions, plus ces pratiques s'intensifient. Donc, moi, je pense, après 2 décennies, c'est moins que vous, mais 2 décennies néanmoins de réflexion sur ce sujet, qu'on ne peut pas, de l'extérieur, avoir beaucoup d'influence sur les dynamiques internes d'un système politique comme la République islamique et d'un pays comme l'Iran, qui est 3 fois la France, 5 fois l'Allemagne. C'est un grand pays. Et donc, de croire que depuis Washington ou depuis Paris, on peut avoir un effet sur les décisions qui sont prises à Téhéran, ça, je pense que c'est une illusion. Donc, c'est pas vrai. Parce que, on l'a vu avec le modéré et le conservateur, la carotte et le bâton, il y a un système où, de toute façon, quelle que soit la stratégie occidentale, les gagnants dans la République islamique, ce seront toujours les gardiens de la révolution, parce qu'ils sont à la fois un appareil de sécurité, donc ils pratiquent les assassinats ciblés, les opérations clandestines, les prises d'otages, le soutien aux milices dans la région. Donc il y a tout un système qui est en place sur le plan idéologique et sécuritaire, mais c'est aussi un géant économique. Et donc une ouverture économique bénéficie aussi automatiquement aux entreprises des gardiens de la Révolution. Donc le pari libéral aussi d'intégrer a aussi son revers. Donc il n'y a pas une véritable capacité d'influence. La solution viendra de la population iranienne qui fait pression sur le système à l'intérieur du pays pour qu'il y ait un changement, une évolution. Et donc, ça sera une évolution sur ces pratiques, ce qu'on appelle la réponse asymétrique, viendra de l'intérieur de l'Iran. On va parler de la reine Esther, si vous êtes d'accord, puisqu'il y a une idée reçue, l'Iran est un ennemi historique, Israël est un ennemi historique de l'Iran. Donc parlons de la reine Esther, puisque finalement, un tombeau qui est encore en Iran avec quelques autres prophètes, dont l'un des tombeaux d'ailleurs, à cause de la guerre des 12 jours, enfin à cause, oui, ouais, de facto à cause de la guerre des 12 jours, vient d'être détruit dans le nord-est de l'Iran. Alors bon, il y a eu des phases où les relations entre les deux pays étaient au beau fixe, du temps du Shah notamment. Évidemment, dans l'histoire, dans l'histoire sainte aussi. Et est-ce que la question, est-ce que si Israël n'avait pas du Shah, est-ce que ça aurait changé quelque chose à cet antagonisme viscéral que la République islamique éprouve pour Israël? C'est une bonne question parce que c'est vrai qu'à l'intérieur, la question des relations avec Israël est toujours envisagée à travers le prisme de l'ancien régime. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée d'émancipation révolutionnaire après la Révolution,
À l'époque, c'était le non-alignement, donc il y avait une logique hein, dans la nouvelle politique étrangère de Oui. la République islamique. Tout le monde était non-aligné en Le 1979. slogan ni Est ni Ouest, République islamique. Oui, et puis dans la Constitution, il y a trois priorités pour la politique étrangère. La première priorité, c'est les pays musulmans. La deuxième, c'est les non-alignés. Donc c'est aussi affiché dans la Constitution. Ce qui est particulier, c'est la relation avec les États-Unis, la prise d'otage, la rupture des relations. Donc on a l'exemple de Cuba que j'ai mentionné, mais il n'y a pas cette obsession israélienne à Cuba. Donc c'est encore un cas qui est, qui est particulier. Mais donc du point de vue de la République islamique, et c'est là le grand changement, c'est que depuis 1979, et encore plus depuis l'invasion de l'Iran en 1980 par Saddam Hussein, c'est la contestation finalement de l'ordre américain et israélien au Moyen-Orient. Et donc c'est une puissance anti-hégémonique. Et donc c'est vrai que ce n'est pas le cas par exemple au Caucase ou en Asie centrale, où là la République islamique soutient l'impérialisme russe. Donc il faut voir que c'est vraiment un anti-impérialisme à géométrie variable. Et en Syrie, par exemple, où l'Iran a soutenu l'intervention militaire russe Oui. en 2015 Et en Afghanistan, on n'a pas vraiment été contre. contre Alors là, c'était parce qu'il l'invasion soviétique. y avait une volonté de certains révolutionnaires comme Ahmadinejad d'attaquer l'ambassade soviétique. Donc, c'est pas qu'ils n'avaient pas l'idée, mais c'est-à-dire que Khomeini a freiné parce qu'avoir une guerre sur le flanc ouest et le flanc est en même temps, c'était pas soutenable. Donc, c'est toujours pareil. Il y a les ambitions idéologiques et la question des moyens. Donc c'est toujours le problème de la République islamique. Et dans la relation avec Israël, c'est la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire quelle ambition idéologique et quels moyens. Il y a une inadéquation entre les ambitions et les moyens. C'est pour ça que même le slogan que vous évoquez, ni Est ni Ouest, République islamique, ça a toujours été plus Est que Ouest, et surtout République islamique. Parce qu'il y avait des relations des années 80 avec la RDA, par exemple. Donc les services de renseignement iraniens sont inspirés aussi de ce qui se passait en RDA et avec ce qu'on appelait les démocraties populaires d'Europe de l'Est. Donc il y avait des relations avec l'ancien bloc soviétique qui étaient plus poussées, ne serait-ce que pour contourner les sanctions américaines qui existent depuis 1980. Donc il y a l'ambition idéologique, la mise en œuvre et l'adaptation, une forme de réel politique sur le plan économique également. Et donc dans la relation avec Israël, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un décalage avec l'opinion publique. C'est vrai que l'opinion publique, c'est pour ça qu'il y avait cette idée reçue, ne veut pas que la question israélo-palestinienne soit la priorité de la politique étrangère de leur pays, en raison du coût économique qui est associé. Et donc, c'est surtout ça la différence avec l'Ancien Régime, puisque l'Ancien Régime avait une politique étrangère qui était plus tournée vers l'océan Indien. Le Shah d'Iran voulait faire une Union européenne de l'océan Indien, donc les projets étaient plutôt avec l'Inde. Et c'est vrai que cette intrusion, et c'est pour ça qu'il y a une idée reçue sur l'Iran a toujours donné sa priorité au monde arabe, c'est lié à l'ayatollah Khomeini et à son projet transnational. En même temps, avec l'affaiblissement interne, c'est très difficile pour la République islamique de justifier, en raison de son programme nucléaire, de risquer une nouvelle guerre avec Israël. Mais je crois que du point de vue du régime, la question d'Israël est indissociable de l'ancien régime, mais aussi de la relation avec les États-Unis. C'est-à-dire, il ne parle jamais d'Israël tout seul, il parle d'Israël soutenu par les États-Unis. Donc ça fait partie de l'acte fondateur. On n'est pas sorti de la prise d'otage de 1980 parce qu'avec la Palestine, les relations sont compliquées. Yasser Arafat, certes, est venu Oui. à Téhéran avec Khomeini, on a la photo, mais Et après, très, très, très bien accueilli très d'ailleurs. bien accueilli, mais après Saddam Hussein. Donc il a soutenu l'Irak dans sa guerre contre l'Iran. Et donc c'est ça qui explique la politique iranienne de soutien au djihad islamique et au Hamas aujourd'hui, d'avoir créé, de vouloir faire évoluer la cause palestinienne en fonction des intérêts de la République islamique et de la révolution islamique. Donc le projet idéologique est projeté sur la question palestinienne, mais avec cette relation difficile avec l'acteur historique de la cause palestinienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous regardez les positions de la République islamique d'Iran, on voit beaucoup de points communs quand je suis allé aux archives à la Courneuve du Quai d'Orsay, avec ce que racontaient les diplomates français présents en Égypte à l'époque de Nasser.
Et on retrouve, si vous voulez, un positionnement inversé avec des pays du Golfe, du côté arabe, qui vont avoir une stratégie vis-à-vis de la question palestinienne plus pragmatique, moins idéologique, et la République islamique a une position maximaliste sur le plan idéologique. Et à l'époque de Nasser, c'était l'inverse. C'était le Shah d'Iran qui avait une position plus pragmatique sur Israël-Palestine. Et c'était Nasser qui était en pointe sur la question israélo-palestinienne. Alors, une idée reçue dont on ne parle quasiment que très rarement, c'est la problématique environnementale en Iran, sur lequel il y a un très bon chapitre. Donc, la catastrophe environnementale menace l'Iran quasiment en permanence. Sécheresse dans la région d'Ispahan, tempête de sable épouvantable du côté d'Abadan, pénurie d'eau, et je crois qu'on estime que des régions entières de l'Iran, d'ici une quinzaine ou une vingtaine d'années, seront totalement inhabitables. Alors oui, il y a plusieurs facteurs. Il y a le changement climatique, donc il y a une évolution générale. Il y a la question des sanctions économiques aussi qui empêchent de s'approprier les technologies qui sont nécessaires aussi pour surmonter les défis du changement climatique. Et puis il y a la mauvaise gestion par les autorités de la République islamique et ce problème qu'on a déjà évoqué du rôle des gardiens de la révolution qui sont à la fois dans la politique, l'appareil de sécurité et dans l'économie et donc dans l'agriculture. Et un principe fondamental aussi qui pose problème pour l'écologie, c'est l'autosuffisance. Donc ça, c'est un principe fondateur de la révolution islamique, Rod Kafaï, et qui était essentiel pour l'ayatollah Khomeini. Et cette autosuffisance a conduit à des stratégies, notamment dans l'agriculture, d'utilisation de l'eau qui ne sont pas rationnelles. Et la priorité qui est donnée aux entreprises, par exemple des gardiens de la révolution, dans le domaine agricole, mais aussi en lien avec la construction des barrages, la construction anarchique de barrages qui ne respectent pas les normes internationales, Ça, c'était pour faire travailler le BTP tenu par les gardiens. surtout dans les années 90, après la fin de la guerre. Et donc, et surtout l'absence de la Banque mondiale, donc des normes internationales. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de respect de règles. Donc, les dimensions écologiques n'ont pas été prises en compte dans la gestion de l'eau. Et donc, ça a accentué les problématiques liées au changement climatique. Et aujourd'hui, on parle même d'assèchement des plus grands lacs en Iran, notamment le lac d'Oromieh. Il y a aussi le lac d'Helmand aussi. Puis il y a les problématiques transfrontalières avec les voisins aussi, donc avec l'Afghanistan. Euh, donc il y a une question interne, une question qui est régionale, parce qu'il y a la mer Caspienne aussi qui s'assèche au nord. Donc une vraie question. La situation est catastrophique dans la mer Caspienne, mais ce n'est pas seulement la responsabilité de l'Iran, c'est aussi la production d'hydrocarbures offshore en Azerbaïdjan. Donc il y a des problématiques. Et le Golfe Persique, c'est le problème du dessalement de l'eau qui augmente le taux de sel dans l'eau et qui détruit les Les écosystèmes. écosystèmes. Donc, et puis après, il y a la question de la pollution de l'air. Donc ça, c'est aussi lié à l'absence de respect des normes dans la production d'essence des raffineries iraniennes. Et donc, parmi les villes les plus polluées au monde, donc vous avez Téhéran, vous avez Arvaz au Khuzestan, donc vous avez beaucoup de villes iraniennes. Donc c'est vrai que c'est une problématique qui est la principale question pour la population iranienne. Donc souvent ici, on voit l'Iran, et c'est bien qu'on n'en ait pas parlé d'ailleurs, je vous félicite, hein, on n'a pas parlé de la question nucléaire ou presque pas. Oh, j'étais la question Ah non. suivante. Voilà. Mais du coup, pour les Iraniens, c'est pas la question qui se pose, c'est d'abord les questions Bien sûr. écologiques, parce que c'est. Et puis la question aussi euh, de la vie à côté des installations pétrolières. Et moi, j'ai visité par exemple l'île de Khalg, donc c'est le principal terminal pétrolier en Iran, où plus de 80% des exportations iraniennes partent. Et sur cette île, les populations qui y vivent ont de l'eau qui a un goût de pétrole parce que c'est les mêmes tuyaux qui transportent l'eau ou le pétrole. Vous voyez, il y a aussi le torchage du gaz. Donc, on brûle du gaz, ça rejette des gaz toxiques. C'est dangereux de vivre à côté des installations. Donc, c'est pas des questions nouvelles, hein, c'est des questions anciennes, mais qui, avec le changement climatique, deviennent intolérables. Et donc, une des questions qui est peu étudiée sur l'Iran, mais qui devrait être étudiée, c'est les questions des migrations internes. C'est-à-dire que la vie devient invivable
dans beaucoup de zones de l'Iran, notamment au Sistan et dans l'est de l'Iran. Et donc, il y a des villages qui deviennent inhabitables aussi dans la région du lac asséché d'Oroumiyé, parce que des étendues d'eau asséchées, ça produit des tempêtes de sable et ça rend l'air irrespirable. Donc, ça pose question sur la possibilité de vivre dans certaines régions d'Iran et donc de plus en plus de migration vers la mer Caspienne, vers les zones plus tempérées. Puis alors, si, corollairement, la répression des milieux de défense de l'environnement, avec un nombre incroyable de personnes qui luttent pour la sauvegarde, ça peut être simplement les oiseaux, qui se retrouvent en prison des vignes ou ailleurs. Ce qui est un paradoxe parce que en 2015, quand l'accord sur le nucléaire a été signé, une Voilà, des, on y vient. non, non, c'est pour les entreprises Oui, qui allaient en Iran occidental, souvent Veolia, par exemple, pour l'eau. Donc il y avait cette question écologique. Il y avait l'Iran, l'accord de Paris, etc. Et on disait il faut aller en Iran pour aider justement le pays à surmonter ces problèmes écologiques. Et donc tous ceux qui œuvrer pour l'amélioration de la situation écologique du pays et qui était prêt à travailler avec les entreprises occidentales et à faire venir les technologies. Parce qu'un exemple, c'est que si on compare l'Iran et le Japon, c'est la question du gaspillage énergétique qu'on n'a pas évoqué aussi. L'efficacité énergétique du Japon est 15 fois supérieure à celle des Iraniens. Tout simplement parce que le Japon importe tous ses hydrocarbures, toute son énergie, et donc fait très attention à l'utilisation de l'énergie. Et donc il y a aussi le problème de la gratuité, quasi-gratuité, enfin le prix très bas de l'énergie, du gaz, du pétrole, etc. Et aujourd'hui, si vous voulez, la mauvaise gestion et le non-sens économique de l'énergie, l'absence de rationalité économique, finalement, dans un pays producteur, amène à des coupures d'électricité, des coupures de gaz. Là, cet hiver, le ministre a déjà annoncé aujourd'hui qu'en janvier, il n'y aurait pas assez de gaz quand il ferait froid, et des coupures d'eau. Donc les barrages étaient asséchés cet été. Donc on est vraiment dans un pays avec des richesses incroyables, un Colossal. potentiel impressionnant, mais Deuxième producteur, on va dire juste un chiffre, deuxième producteur de gaz et troisième de pétrole. deuxième réserve mondiale de gaz et quatrième réserve mondiale de pétrole. Pétrole. La production, non. La Non, non, production, bien sûr. c'est un des rares pays Réserve. au monde d'ailleurs qui a eu sa production de pétrole diminuée. C'est-à-dire on était à plus de 6 millions de barils jour sous l'Ancien Régime et aujourd'hui on est à 3,5 millions de barils jour. On ne pourra pas aborder toutes les idées reçues que vous analysez. Alors, il y en a qui sont sur les minorités ethniques qui sont passionnantes. Savoir si la contestation populaire contre le régime est manipulée par les Occidentaux. Voilà une bonne question également. Pour parler un petit peu quand même du deuxième livre qui sort en même temps, Téhéran, Washington, 1979-2025, où vous analysez les relations entre donc le grand Satan et la République islamique, qui quand même a façonné un petit peu ce 20e et 21e siècle, ou à la fin du 20e et le début du 21e, même s'il n'y a jamais eu de guerre entre les deux pays, mis à part la guerre des 12 jours, tout récemment, donc en juin dernier. Donc la question, évidemment, essentielle, c'est la prise d'otage de l'ambassade des États-Unis pendant 444 jours, 55 diplomates, je crois. Est-ce que sans cette prise d'otage, on aurait d'autres relations? Ou est-ce que c'est le nœud gordien qui justement explique beaucoup de choses aujourd'hui? Alors c'était pas, disons, à l'époque, quand la révolution a eu lieu, euh, les révolutionnaires iraniens, ceux qui ont fait la révolution, ils ne demandaient pas forcément la rupture avec Washington. La prise d'otage, d'ailleurs, il faut d'abord expliquer, c'est-à-dire que c'était lié à une concurrence au sein du mouvement révolutionnaire. C'est-à-dire que la prise d'otage par les partisans de l'ayatollah Khomeini a lieu au mois de novembre 1979 et au mois de février, il y a une tentative des communistes et des gauchistes. Mais Khomeini va empêcher la tentative des gauchistes et pour couper l'herbe sous le pied de la gauche iranienne, pour se poser en seul vrai représentant de la lutte contre ce qu'il appelle les puissances arrogantes, il va laisser en novembre ses partisans attaquer l'ambassade des États-Unis pour avoir un brevet, si vous voulez,
révolutionnaire, d'être le plus anti-américain. Donc c'est vraiment lié à des phénomènes politiques internes de purge aussi. Donc ça a servi à éliminer les concurrents. Donc c'est d'abord une affaire politique interne. Oui, parce que dans les documents saisis à l'ambassade, ceux que les diplomates n'ont pas eu le temps de brûler, on a trouvé des courriers, enfin des télégrammes, faisant état de relations entre l'ambassade et des gens de la proche de la République islamique, mais pas totalement acquis à Khomeini. Est-ce que ça a été donc une manœuvre pour permettre l'élimination de tout ce qui était Oui, et concurrence? surtout les religieux, Ayatollah Kashani en 1953 soutiennent le Shah, c'est-à-dire ils sont contre le Premier ministre Mossadegh. Donc, ils ont réécrit l'histoire ensuite. Aujourd'hui, dans leur communication vis-à-vis de l'extérieur, parce qu'en Occident, peu de gens ont étudié l'histoire de l'Iran, ils se présentent comme des successeurs, etc. Mais jusqu'à récemment, c'est ce que je montre dans le livre, il n'y avait pas de rue Mossadegh à Téhéran, Oui. c'est très récent, c'est une petite rue, et les partisans de Mossadegh ont été éliminés aussi au moment de la Révolution. Donc, ils ont été purgés comme les communistes, comme beaucoup d'autres mouvements de gauche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait des procès staliniens à des staliniens en 1982-1983, les partisans de Roumanie. Donc c'est vraiment lié à une concurrence interne. C'était le cas en URSS aussi, hein. Et, et puis c'est lié à cette question d'Israël. Je pense que comme il y a ce lien entre Israël et les États-Unis, ça a permis aussi sur le plan de la politisation de la religion, c'est ce que Roumanie a appelé le vrai islam. Il disait le vrai islam est anti-américain et il critiquait les pays de la région qui avaient des bonnes relations avec les États-Unis en affirmant cette opposition avec les États-Unis. Donc aussi un acteur de diffusion de la version roméniste de l'islamisme dans la compétition interne au monde islamiste. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il était pro-soviétique, parce que c'est ce qui était attendu par les analystes occidentaux dans les ambassades à l'époque, et qui se trompaient. Il n'y a pas eu de régime pro-soviétique. On le voit ça dans la lettre que Roubeni a envoyée à Gorbatchev à la fin de l'URSS, où il lui conseille de se convertir à Convertir, l'islam. oui, oui. C'est C'est très extraordinaire, intéressant. Il lui oui. dit maintenant, nous sommes la dernière alternative au capitalisme américain, et donc il faut nous rejoindre. Donc il y avait cette compétition interne aussi au camp anti-américain qui est très importante. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que le problème de cette question, elle est toujours pas réglée. Récemment, il y a un responsable de la République islamique qui a déclaré que c'était une erreur. Kayan, le journal du Guide a fait un article pour critiquer, pour dire que non, qu'on ne pouvait pas remettre en cause cette décision de l'ayatollah Khomeini. Donc aujourd'hui encore, si vous voulez remettre en cause la prise d'otages, n'est pas acceptable du point de vue des médias officiels de la République islamique. Donc on est sur un tabou. Est-ce que je peux une dernière question? C'est que la main tendue des États-Unis sous Obama, qui était une véritable main tendue, puisqu'il a même, à l'occasion de Nowruz, donc le nouvel an iranien, il a même prononcé quelques mots en persan. Est-ce que c'est une occasion manquée de rabibocher les deux pays, puisqu'elle n'a pas été suivie des faits du côté iranien? Alors après, c'est vrai que il y a il y a plusieurs. C'est une question compliquée parce qu'il y a les contraintes internes aussi. Il y avait le Congrès américain qui freinait aussi l'ouverture du côté américain. Donc, il y a ce qu'on appelle l'hostilité institutionnalisée des deux côtés. Donc, c'est très difficile. Il y a des initiatives du côté du chef de l'État américain, je l'ai dit, hein, depuis Reagan jusqu'à nos jours. Même Trump a envoyé une lettre. Il a envoyé une lettre guide, il a dit, hein, à l'ONU, proposant une pleine coopération. Ayatollah Khamenei a décliné. Donc, il avait décliné à Obama, il avait décliné à Reagan. Donc, ça, c'est une dynamique. Mais après, il y a la question des contraintes institutionnelles. Et je pense qu'il y a aussi cette difficulté, ce décalage aussi en Iran entre l'opinion publique iranienne. On voit que les États-Unis sont la première destination euh, pour les migrations. Donc, ceux qui quittent le pays choisissent en priorité d'aller aux États-Unis. Et on voit que les enfants aussi des dirigeants iraniens vont aux États-Unis, donc résident aujourd'hui aux États-Unis. Et surtout que souvent, les dirigeants, les ministres iraniens ont des PhD américains. Ils ont bénéficié des programmes du Shah d'Iran pour étudier aux États-Unis, notamment un ancien responsable du nucléaire iranien, Ali Akbar Salehi, qui a fait ses études
aux États-Unis dans le cadre d'un programme de coopération nucléaire. Donc, si vous voulez, il y a une différence aussi entre l'idéologie qui est proclamée et les pratiques de ces mêmes dirigeants. Merci Clément. On va donner la parole à la salle. Merci beaucoup pour ces analyses. J'aurais une question par rapport à ce que vous indiquiez sur à la fois le fait que cette hostilité à Israël était hostilité à Israël liée enfin, très présent dans l'ADN de la République islamique et le fait que la population, pour la population, ce n'était pas forcément une priorité, en tout cas de leur perception. Et du coup, comment vous voyez l'effet des frappes israéliennes sur un peu enfin, si la cohésion nationale? Est-ce que quand même du fait que ça vient de l'extérieur, en particulier des Israéliens, ça contribue à rassembler la population autour du régime ou au contraire à augmenter les critiques contre le régime qui a exposé sa population à ce type de frappe par sa politique régionale et nucléaire, etc. Comment vous voyez l'effet que ça a pu avoir sur la cohésion interne ou la contestation dans l'autre sens? Oui, c'est une réponse difficile, mais il y a d'abord la stratégie du régime qui est d'utiliser les frappes israéliennes pour réprimer et associer tous ceux qui critiquent la République islamique à Israël. Donc on le voit, hein, le nombre d'exécutions a explosé. Euh, et il y a une campagne aussi contre les infiltrations israéliennes, mais qui ne traite que de la société, alors que l'infiltration, elle est au sommet de l'État, dans l'appareil sécuritaire, dans les institutions nucléaires. Et donc là, à l'intérieur de la République islamique et de ses institutions, on n'a pas de source ouverte sur la réalité des purges internes et sur l'effet de sidération sur le niveau des infiltrations israéliennes, parce que ce n'était pas que des bombardements, c'était aussi une opération clandestine avec des possibilités même de lancer des missiles Des drones. ou des drones à l'intérieur du pays. Donc, bien sûr, ils ont accusé les Afghans. Donc, il y a cette politique du bouc émissaire. Euh, Plusieurs, quand même, dizaines de milliers d'Afghans ont été expulsés. Je crois que centaines de milliers. Centaines, oui, on parle de millions, mais après, il y a des circulations, donc il y en a qui quittent l'Iran, mais certains fuient encore l'Afghanistan, et là, avec la guerre avec le Pakistan, c'est très difficile de contrôler les flux de population. Donc, certes, la République islamique, dans les sources officielles, va accentuer le nombre d'Afghans qu'elle expulse, parce que c'est une stratégie vis-à-vis de sa population, mais il y a aussi des flux qui doivent continuer dans l'autre sens. C'est impossible de contrôler cette frontière qui est immense, donc plusieurs centaines de kilomètres. Donc il y a des boucs émissaires, effectivement. Il n'y a pas de ralliement derrière le drapeau, parce que le drapeau de la République islamique n'est pas le drapeau de l'Iran, donc vous le savez, c'est un drapeau qui est sujet à controverse parmi les Iraniens. Donc on ne peut pas se rallier derrière le drapeau d'un État qui est considéré comme un bourreau, en tout cas par les victimes de la répression. Donc cette idée qu'il y aurait une capacité de la République islamique à utiliser les sentiments des nationalistes de la population, c'est aussi une communication des éléments de langage de la République islamique qui est repris à l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un soutien. Je l'ai dit tout à l'heure sur les stratégies de changement de régime, la population est divisée euh, par la guerre ou pacifique. Donc c'est là qu'il y a le débat. Alors après, c'est vrai que c'est particulier le cas de l'Iran, parce qu'il y a la question du prince héritier Reza Pahlavi, qui lui est allié avec Israël et qui est la figure la plus connue, la plus soutenue à l'intérieur de l'Iran. Il aurait 40% d'avis favorables, ce qui est énorme, et qui est lié à la nostalgie de l'époque avant la Révolution, et qui a un soutien considérable. Et c'est à la fois la principale force d'opposition qui existe, même s'il y a une coupure de 50 ans, hein, parce qu'il a quitté l'Iran, il était un adolescent. Donc, c'est là où il y a une complexité. Mais en même temps, il n'y a pas d'autre nom, à l'extérieur en tout cas. Et à l'intérieur, le prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi est en prison. Donc, les possibles, si vous voulez, représentants de la contestation ne sont pas actifs dans le champ politique. Et donc, à cela s'ajoute le rôle des médias en persan à l'étranger, qui sont les plus vus dans le pays, donc Iran International, BBC Persan, Voice of America. Donc même avec les coupures de Elon Musk,
Je crois que le service persan, finalement, a été préservé, un petit peu en tout cas. Donc il y a ce soft power, si vous voulez. Et BBC en persan. BBC en persan également, même si là où il y a plus de liens avec les réformistes, c'est un peu plus compliqué, BBC en persan. Mais il y a quand même une audience, plus que la télé nationale. Donc en soi, quand on regardait pendant la guerre, si vous voulez, ce que j'ai fait, la télé nationale iranienne, donc officielle, c'est vraiment la propagande du groupe qui est au pouvoir. C'est pas un discours quand même qui va au-delà. Ils ont essayé après de mobiliser la mémoire pré-islamique et de créer cet effet. Mais je pense que compte tenu des coupures d'eau, des coupures d'électricité, de la crise énergétique qui s'annonce cet hiver, des difficultés économiques, du snapback, du retour des sanctions, je pense que le système est en train d'absorber les chocs et que la population est en train de subir les choix du système, donc toujours la confrontation avec les États-Unis, etc. Et donc le pari de l'administration Trump, c'est une crise interne à la République islamique. C'est ce qu'on avait vu hein, sous l'administration Trump numéro 1 avec le mouvement de 2019, les Aban de novembre 2019, avec 1500 morts dans la répression, qui était encore plus que le mouvement Femmes, Vie, Liberté, plus de 500 morts dans la répression. Donc il y a ce pari. Alors est-ce que ce mouvement social peut ressurgir dans le contexte des tensions militaires avec Israël? C'est vrai que là, c'est délicat parce qu'il y a la question de la survie économique de la population et des difficultés quotidiennes, en fait. Donc, c'est une période, en tout cas, où le mécontentement est très, très grand. Et le fait qu'il n'y ait pas de volonté de faire un compromis sur le nucléaire, non pas que les Iraniens soient opposés au programme nucléaire, mais simplement à quel prix? C'est-à-dire si c'est mettre le pays en danger, offrir la possibilité à Israël d'intervenir militairement à nouveau avec le soutien des États-Unis. Dans le cas d'une deuxième vague, on peut estimer que peut-être le système serait menacé. En tout cas, la question du changement de leadership aujourd'hui est posée avec l'âge du guide. Donc, mais c'est une question complexe. Oui. Bonjour, je suis étudiant en droit de l'homme en première année. J'ai vécu 2 ans en Iran et j'ai bien profité de votre analyse. Merci beaucoup. Je pense qu'on manque une chose très importante, c'est les citoyens iraniens dont on n'a pas parlé. Je voudrais rappeler que les États-Unis toujours mentionnent que pour nous, la priorité, c'est les citoyens des États-Unis. Beaucoup aujourd'hui, la vie en Iran pour les citoyens iraniens, c'est plus dur de niveau économique. Vous savez, la chute libre de valeur de monnaie d'Iran. J'aimerais me mettre au lieu d'un Iranien qui habite en Iran, en n'importe quelle ville. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez mentionné que le changement de gouvernement en Iran, au moins en en court terme, ce n'est pas probable. Donc, vous ne pensez pas que il y a une responsabilité au moins morale pour les pays occidentaux, les États-Unis et même les pays européens, pour qu'ils soient plus flexibles en termes de relations avec l'Iran, parce que les sanctions aujourd'hui mettent un effet direct sur la qualité de vie des Iraniens. Je l'ai posé, pensez qu'au lieu de ma collègue qui habite aujourd'hui à Téhéran avec des soucis financiers. Merci. La question des sanctions aussi est très complexe parce que effectivement, les sanctions ont un effet négatif, mais c'est impossible pour une économie, pour un chercheur de mesurer
l'effet des sanctions sur l'évolution macroéconomique du pays. Bien sûr, la croissance ou la récession va être liée à la politique de pression maximale de Donald Trump, son retrait de l'accord, ensuite de nouveau la mise en place de la pression maximale. Mais il y a aussi la question de la mauvaise gestion par les autorités de l'économie, des paramètres aussi de l'économie iranienne, qui est une économie pétrolière qui génère des inégalités. Par exemple, au moment de l'accord sur le nucléaire, il n'y a pas eu de ruissellement. C'est-à-dire que les pauvres en Iran ne sont pas devenus plus riches du fait que l'Iran exportait plus de pétrole. Donc, il faut nuancer cette question des sanctions parce que c'est un outil. Souvent, on pense que les sanctions, c'est une politique, mais c'est simplement un outil et ça dépend de l'objectif politique qu'on va mettre derrière la sanction. Et il y a plusieurs types de sanctions. Il y a des sanctions qui visent des individus pour des violations des droits de l'homme. Il y a des sanctions qui visent des institutions et des secteurs d'activité. Donc, c'est un outil extrêmement divers. Ensuite, effectivement, toutes les interviews qu'on peut faire, même avec des victimes de violations des droits de l'homme en Iran, confirment ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien populaire aux sanctions occidentales. Mais il n'y a pas non plus de mise en cause exclusive des sanctions pour la mauvaise santé économique du pays. C'est-à-dire que le régime essaye de résumer tous les problèmes du pays comme les problèmes écologiques dont on a parlé aux sanctions. Ce n'est pas le cas. Donc, certes, les sanctions n'ont pas les effets escomptés, c'est-à-dire ne font pas changer la République islamique de politique nucléaire ou par rapport aux droits de l'homme, les opérations extraterritoriales, clandestines, etc. Il n'y a pas eu de changement dans le comportement de la République islamique. Donc, c'est ce que j'ai appelé la carotte et le bâton tout à l'heure. Le bâton, c'est les sanctions ou l'intervention militaire, et la carotte, c'est la levée des sanctions. Mais par contre, vous avez raison, les sanctions ont pour effet d'appauvrir le pays. Oui, merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. J'aimerais revenir au fait à une lettre officielle iranienne qui avait été transmise aux États-Unis en 2003 via justement l'ambassade suisse en Iran. Et parce que vous avez parlé beaucoup de main tendue américaine vis-à-vis de l'Iran qui n'avait pas été, il y avait des fins de non-recevoir. Mais là, en l'occurrence, c'était l'Iran qui tendait la main aux États-Unis en 2003, après la guerre d'Irak, parce qu'il y avait justement une crainte du régime que les États-Unis, après s'être occupés de l'Irak, s'occuperaient maintenant de l'Iran. Bon. Et l'Iran, à l'époque, était prêt à lâcher beaucoup de l'Est sur le nucléaire, sur le soutien au Hezbollah, sur beaucoup de dossiers. Est-ce qu'on peut imaginer à l'heure actuelle une sorte d'initiative similaire de la part de l'Iran et sinon, pourquoi? Enfin, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas un scénario similaire à 2003? Voilà, merci. C'est une excellente question que j'ai étudiée en profondeur, parce que j'étais étudiant en Suisse, et en même temps, j'étais à l'Institut français, donc il y a l'ambassade de France à cette époque-là à Téhéran. Donc j'avais les deux côtés. Donc Tim Guldiman, c'est ça la proposition que vous évoquez. C'est le grand bargain, c'est la grande négociation et le fameux débat sur est-ce qu'il faut tout négocier avec l'Iran ou, comme l'a fait Obama, un accord exclusivement nucléaire. Alors d'abord, sur la proposition, il y a un débat. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai que Tim Guldiman a eu l'approbation du guide suprême, notamment pour le soutien au Hezbollah? On peut en douter. Est-ce que les critiques occidentales, en tout cas les Européens, les autres, hein, les Français, les Anglais, les Allemands, pensaient que Tim Guldiman surjouait son rôle de facteur? Donc il y avait une tension déjà assez forte entre le médiateur suisse qui outrepassait son rôle et les Occidentaux, donc à l'époque les Européens, les E3, là, qui étaient les intermédiaires à cette époque-là. Il y avait Dominique de Villepin, c'était une autre époque, c'était la France de Jacques Chirac, le gaulo-mitterrandisme. Donc c'est pas sûr, je suis pas sûr que Tim Guldiman avait vraiment validé avec son homologue qui était un réformateur, entre guillemets, à l'époque, ses propositions au plus haut niveau de l'État iranien. On le saura jamais, il faudrait l'ouverture des archives en Iran. Donc pour l'instant, on peut simplement dire qu'il y a deux versions. Sur la version Tim Guldiman, c'est la proposition, la version de l'ambassadeur de Suisse lui-même et les critiques occidentales de ses éminents homologues français, allemands et anglais. Est-ce qu'on peut avoir une proposition similaire aujourd'hui? En tout cas,
c'est à la fois impossible avec le guide suprême Ali Khamenei, donc d'où le doute initial sur la proposition de Tim Gouldiman, parce que c'est le même, c'est l'Ayatollah Khamenei. Et en même temps, on sait que l'accord nucléaire qui a échoué, maintenant avec le retour des sanctions, à l'époque d'Obama, n'est pas est une condition nécessaire, mais non suffisante pour régler le contentieux entre l'Iran et les États-Unis, et que le grand bargain apparaît comme la seule option possible, pour une raison simple, que si la République islamique veut avoir les bénéfices économiques de ces compromis sur la question nucléaire, il doit traiter les autres questions. Parce que tant qu'il n'y aura pas de réconciliation irano-américaine, je ne vois pas les grandes entreprises occidentales prendre le risque de sortir du système du dollar. Et donc le système du dollar, utiliser le dollar, c'est accepter l'ensemble du système juridique américain. Et donc le problème posé par l'Iran au système juridique américain ne se limite pas au nucléaire. Il y a la question de ce que les Américains appellent le terrorisme, la politique régionale, les missiles balistiques, donc il y a toute la liste, les droits humains. Donc c'est à la fois impossible sous la guidance de l'ayatollah Ali Khamenei sur un plan de politique interne à la République islamique, mais je ne vois pas d'autre issue positive à un règlement du contentieux irano-américain, en tout cas tant que la République islamique existe. Bien. Eh bien, je crois que c'est l'heure de nous quitter. Je veux rappeler les titres des deux excellents ouvrages de Clément, Téhéran, Washington, le grand Satan à l'épreuve de la révolution islamique chez Maisonneuve, et Idées reçues sur l'Iran aux éditions du Cavalier Bleu, voilà, qui viennent tout juste de sortir, ils sont tout chauds. Et je vous invite vraiment à les lire et vous les trouverez même ici, on ne recule devant rien, au fond de la salle. Merci beaucoup de votre attention.